Salut tout le monde et bienvenue dans ce supplément de cours de la formation ISO 14001 version 2015 qui va être consacré à l'audit interne de votre système de management environnemental. Cette formation se base sur l'ISO 19011 qui est la norme ISO consacrée spécifiquement pour la méthodologie de l'audit des systèmes de management en général, y compris, bien sûr, la norme ISO 14001 version 2015, puisqu'aujourd'hui, comme j'ai expliqué dans la High Level Structure, toutes les normes ISO, ils suivent la même structure et ils ont des exigences communes. Alors, bien que l'audit interne est une exigence de la norme ISO 14001 qu'on a déjà vu lorsqu'on a fait en fait le décryptage des exigences, mais au niveau de la norme, on ne trouve pas exactement comment le processus de l'audit va se dérouler. Alors moi, je vais laisser la 14001 de côté et je vais vous faire un supplément de formation qui se base sur la 19011, comme j'ai dit, qui explique la méthodologie et les exigences de l'audit, que ce soit l'audit qualité, l'audit environnement, tous les systèmes de management, bien sûr, qui ont tous la même structure de base qui est la structure HLS. Alors, l'audit interne, c'est une exigence qu'on trouve au niveau du chapitre 9, qui est le chapitre évaluation des performances. Alors, c'est un moyen pour examiner et évaluer les performances de votre système de management. Comme j'ai dit aussi lors de la séance précédente, on va voir maintenant l'audit interne pour le système de management, mais aussi au niveau du chapitre ou bien du module consacré voilà, à l'évaluation environnementale, on va voir aussi l'audit thématique de l'environnement. Ça veut dire qu'on va laisser de côté la 14001 et on va voir comment faire l'audit interne environnemental en se basant sur la réglementation et sur les propres objectifs de l'organisme, ses propres aspects et impacts environnementaux. Alors, c'est parti, on va commencer directement, après cette petite introduction, notre module de formation consacré à l'audit interne. La première chose à savoir, c'est déjà quelle est la définition de l'audit, c'est quoi l'audit et ce sont quoi les objectifs de l'audit, pourquoi il faut faire un audit interne pour votre système de management environnemental. Alors, l'audit, c'est tout simplement un examen. Donc, vous avez l'audit, comme j'ai dit, elle est mentionnée dans toutes les normes ISO, y compris la 14001, au niveau du chapitre 9, évaluation des performances. Ça veut dire l'étape check de la roue de Deming. Ça veut dire que c'est un examen, puisque la 14001, il a un ensemble d'exigences et que vous avez un ensemble d'attentes et de besoins à satisfaire. Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment donné, il faut faire l'évaluation de ce que vous avez réalisé. Alors, l'audit, c'est l'examen qui va être destiné à l'évaluation d'une situation donnée par rapport à des exigences internes ou externes. Donc, l'entreprise, comme déjà expliqué dans les modules précédents, a plusieurs exigences selon ces parties et ces différentes parties intéressées, pertinentes et potentielles. Et parmi, bien sûr, les exigences pour lesquelles l'entreprise doit se conformer, c'est celle de l'ISO 14001. Je vous ai déjà communiqué des modèles de checklist. Alors, ces modèles de checklist, ce sont des checklists qui contiennent des exigences pour lesquelles l'entreprise doit se conformer afin toujours d'améliorer et de respecter et de se conformer aux exigences de la norme, que ce soit pour obtenir la certification la première fois ou bien aussi pour maintenir la certification. Donc, nous avons l'audit, c'est ce processus d'examen par rapport à des critères. Ces critères, ce sont les exigences, notamment dans l'audit interne ISO 14001. Les critères d'audit, ça veut dire, quand je dis une évaluation, j'ai toujours des standards ou bien des références par rapport auxquelles je peux dire est-ce que je suis conforme ou pas. Alors là, l'ISO 14001, ces exigences seront en fait les critères d'évaluation pour un audit interne ISO 14001.
Vous pouvez aussi faire un audit interne environnement selon les exigences réglementaires. Ça veut dire pour évaluer votre conformité réglementaire, alors vous avez d'autres critères d'audit qui se basent sur la réglementation, sur les résultats de la veille réglementaire que nous avons déjà discuté durant les 2 modules précédents. Et vous avez aussi des exigences, par exemple, des parties intéressées, les clients, les riverains, voilà, donc toutes les parties intéressées pertinentes déjà définies et identifiées et analysées au niveau du chapitre 4 qui est le contexte de l'organisme. Alors, l'audit, donc, c'est l'examen de votre système de management. Les objectifs de l'audit. Alors, pourquoi on fait l'audit? C'est pour vérifier la conformité. C'est question toujours de conformité. C'est pour savoir est-ce qu'on est dans les normes ou pas, est-ce qu'on est conforme ou pas. Donc, à partir d'un audit interne ISO 14001, vous pouvez même faire un audit selon des critères, de plusieurs critères. Ça veut dire pour gagner du temps, par exemple, et pour gagner aussi les ressources et l'énergie, on peut toujours faire un audit selon les exigences de la 14001, mais en même temps, on fait l'audit réglementaire, environnemental, et aussi selon les exigences des autres parties intéressées. C'est question d'organisation et vous avez le choix de combiner, de mener des audits combinés. C'est une opportunité pour le programme d'audit, ou bien vous pouvez séparer selon la disponibilité des audités et des auditeurs. Sinon, le premier objectif, c'est de vérifier la conformité par rapport aux critères d'audit. Le deuxième objectif, c'est de mesurer l'efficacité. Alors, quand je dis que je fais un audit et que j'ai des informations claires sur ma conformité aux exigences, ça veut dire que je peux tout simplement mesurer l'efficacité de mon système de management. Alors, nous avons vu que dans le chapitre 6, on a fait un plan d'action qu'on a réalisé au niveau du chapitre réalisation, donc le chapitre 7. Le chapitre consacré bien sûr à la réalisation, c'est le chapitre 8. Donc, pour le chapitre 7, ce sont les actions de support et d'aide et de soutien. Le chapitre 8, qui est le chapitre réalisation, on a mis en œuvre notre plan d'action. Alors, au niveau du chapitre 9, à travers l'audit et bien sûr les autres moyens d'évaluation qu'on a déjà mentionnés, on peut avoir une idée sur l'efficacité de notre plan d'action. Ça veut dire des actions qu'on a mises en œuvre pour améliorer les performances environnementales et pour améliorer l'organisation aussi en termes d'atteindre les objectifs environnementaux mentionnés dans la politique. Alors là, c'est vérifier la conformité et mesurer l'efficacité de notre système de management. Le troisième objectif, c'est pour détecter les pistes d'amélioration, et ça, c'est très logique. On est dans une démarche d'amélioration continue, on est dans une boucle fermée PDCA, alors c'est de l'amélioration continue. À travers l'audit, on peut savoir quelles sont les non-conformités qu'on a, pour les corriger, bien sûr, et pour les ramener vers la conformité, vers la situation conforme, et aussi pour savoir quelles sont les pistes de progrès possibles et quelles sont les pistes d'amélioration en termes, bien sûr, d'organisation interne, mais aussi en termes de lutte contre la pollution. Alors, l'audit, c'est un moyen et un outil d'amélioration. Donc, l'audit, c'est un moyen d'amélioration, c'est un examen pour améliorer vos performances. Alors, la définition officielle de l'audit donnée dans la norme ISO 19011 version 2018, c'est que l'audit, en général, donc l'audit d'un système de management, c'est un processus méthodique, donc c'est un processus qui a une méthode bien définie. Donc, on ne peut pas parler de l'audit si on n'a pas une méthodologie à suivre pour faire l'audit. Donc, l'audit, c'est un processus méthodique indépendant. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir un conflit d'intérêts. Là, on parle d'un audit interne. Alors, l'audit interne, vous pouvez avoir des auditeurs internes. Ça veut dire qu'ils font partie de l'organisme, mais vous pouvez aussi faire appel à des auditeurs externes. Mais ce n'est pas une tierce partie. Ça veut dire que ce n'est pas un audit externe.
Parce que quand je parle de l'audit externe ou bien l'audit de tierce partie, c'est les auditeurs qui vont vous faire l'audit, ils font partie de l'organisme certificateur qui va vous livrer la certification ou bien renouveler la certification. Alors que quand je parle d'un audit interne, même si je fais appel, par exemple, faute de moyens ou bien manque de compétences internes, même si je fais appel à un auditeur externe, cet auditeur, bien sûr, il ne fait pas partie de l'organisme de certification, donc ça reste toujours un audit interne. C'est juste pour avoir ce côté indépendance et ne pas avoir un conflit d'intérêts. Donc l'audit, c'est un processus méthodique indépendant et documenté. Ça veut dire qu'il se base sur des preuves tangibles et des preuves réelles. Donc, ce n'est pas un audit, ou bien plutôt, c'est un audit qui se base sur des faits réels, sur des documents, des enregistrements, des preuves d'audit. Donc, on les appelle les preuves d'audit. Les preuves de satisfaction des exigences. Et s'il y a des non-conformités, ben, pourquoi c'est une non-conformité? Et j'ai des preuves pour justifier les résultats et les constatations de l'audit comme étant auditeur d'un système de management, permettant d'obtenir des preuves objectives, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits. Donc, pour savoir, est-ce qu'on a satisfait les critères d'audit qui sont, dans notre cas, les exigences de la norme ISO 14001 version 2015. C'est quoi un critère d'audit? Pour résumer, c'est un ensemble d'exigences utilisées comme référence vis-à-vis de laquelle les preuves objectives sont comparées. Ça veut dire, j'ai par exemple un enregistrement de suivi d'une action donnée qu'on a mis pour lutter ou bien pour réduire un impact environnemental donné. Alors, ces enregistrements, ce sont les preuves d'audit sur lesquelles je dois me baser pour comparer avec le critère déjà défini comme étant critère d'audit, ça veut dire l'exigence. Je fais la comparaison et je peux savoir est-ce que je suis conforme ou pas. Donc, il faut toujours une situation de départ ou bien plutôt un critère et une référence pour faire la comparaison. Ça, c'est le critère d'audit. La preuve de l'audit, ce sont les enregistrements, les énoncés de faits ou toute autre information pertinente pour les critères d'audit et vérifiables. Ça veut dire, pour vérifier est-ce que les critères d'audit sont conformes ou pas, sont satisfaits ou pas, il faut obtenir des preuves d'audit. S'il y a une non-conformité, alors j'ai des données qui m'ont dit que c'est une non-conformité. Si c'est conforme, donc j'ai des preuves de la conformité. Donc, il faut toujours se baser sur des données tangibles et réelles. Maintenant, les constatations d'audit. Alors, les constatations d'audit, c'est vers la fin. On fait la campagne de l'audit, on termine l'audit. Maintenant, c'est le moment de donner les constatations et les conclusions de l'audit dans un rapport, par exemple. Donc, les résultats, ce sont les résultats de l'évaluation des preuves d'audit recueillis par rapport aux critères d'audit. On va recueillir les preuves d'audit et on va les évaluer par rapport aux critères pour voir est-ce qu'on est conforme ou pas. Alors, les résultats vers la fin, ça veut dire l'énoncé de l'audit conforme, non conforme, ce sont les constatations et les conclusions d'audit. Et bien sûr, une non-conformité, c'est la non-satisfaction d'une exigence, ça veut dire d'un critère de l'audit. Je vous donne un exemple. On a parlé au moment, lorsqu'on a discuté les exigences, on a parlé de la politique environnementale. Là, c'est juste un exemple pour illustrer les choses. Le critère d'audit ou bien l'exigence pour la partie politique, c'est que la politique doit être définie. Donc, la politique environnementale, elle doit être définie. Alors, la preuve, c'est que j'ai un document de la politique environnementale, comme celui qu'on a déjà vu. Donc, la politique environnementale, elle est définie, elle est documentée. Ça veut dire la preuve d'audit, voilà, c'est le document. Il doit être communiqué. Ça veut dire communiquer avec les parties intéressées internes
est mise à disposition des parties intéressées externes. Donc, par exemple, comme preuve d'audit, je peux avoir le plan de communication, bien sûr, réalisé, et le suivi de la réalisation de ce plan de communication, le support de la communication. Voilà, donc la politique, par exemple, il est affiché, il est disponible sur le site web de l'organisme vis-à-vis des parties intéressées externes. On a fait, par exemple, des réunions de sensibilisation et de communication. Donc, on a des rapports de la communication. Voilà, donc j'ai des preuves d'audit. La politique environnementale doit contenir les engagements de la direction et les objectifs, les grands objectifs environnementaux de l'organisme. Alors, je les trouve dans la politique, ça veut dire la forme elle-même de la politique, ou bien plutôt le contenu de la politique. Elle respecte les normes, elle contient un engagement d'amélioration continue, contient un engagement de respect des exigences réglementaires et d'autres obligations de conformité. Il contient un engagement au respect des exigences de la 14001 et il contient des objectifs voilà, environnementaux qui visent bien sûr l'élimination de la pollution. Les enjeux internes et externes sont pris en compte. Ça veut dire, au moment de l'élaboration de la politique, on voit clairement qu'il y a un lien logique entre la phase analyse du contexte de l'organisme, ça veut dire le chapitre 4, compréhension du contexte de l'organisme et de son contexte, ses enjeux internes, ses enjeux externes, les exigences des parties intéressées pertinentes, la réglementation et les obligations de conformité et les obligations aussi réglementaires. Voilà, donc on a tout ça, on a pris ça en considération pour élaborer la politique, en plus bien sûr du respect du périmètre d'audit ou bien, pardon, de la certification ou bien le champ d'application, le périmètre d'application, voilà, de notre système de management. Dans cette situation, la preuve d'audit peut être, par exemple, le suivi de l'état du plan d'action, le suivi des enregistrements qui font la preuve d'un suivi et d'un contrôle voilà, du plan d'action qu'on a déjà défini. Donc, pour savoir, est-ce qu'on a donc un suivi de l'efficacité de tout ce qui a été, ça veut dire que la politique, tout simplement, il est mise en œuvre. Donc, ça, c'est par rapport à la mise en œuvre de la politique. Mais pour les enjeux internes et externes, bien sûr, ça dépend du contenu du document de la politique environnementale, le côté suivi du plan d'action, les enregistrements, le suivi de l'efficacité, ça en ce qui concerne la mise en œuvre de votre politique. Donc, ce sont les preuves qu'on cherche, qu'on va collecter afin de les étudier et de les évaluer et dire que est-ce qu'on est conforme ou pas. Parce que ce n'est pas suffisant d'avoir ces preuves d'audit, ça veut dire qu'il existe. L'existence, elle n'est pas suffisante. Il faut les étudier, les évaluer, les analyser, analyser les résultats afin de savoir est-ce qu'on est conforme ou pas. Par exemple, pour le premier point, on est conforme. Pour le dernier point, par exemple, on peut dire qu'il y a une non-conformité. Ça reste un exemple. Il faut expliquer c'est quoi la non-conformité ou bien c'est quoi la déviation. Est-ce que c'est une non-conformité carrément majeure? Est-ce que c'est une non-conformité mineure? Et ainsi de suite. Est-ce que c'est une piste de progrès? Donc, vous avez la non-conformité, c'est quoi par exemple? Absence de fiche de suivi des actions. Par exemple, on a mis des actions, on a donc mis des actions pour réduire les impacts et pour protéger l'environnement, mais on n'a pas rempli, on n'a pas des enregistrements faisant état du suivi, de l'efficacité des actions et voilà, de la surveillance des impacts. Alors l'audit, pour résumer, c'est un processus méthodique suivant une méthode. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une procédure, un exemple de procédure d'audit documentée. Elle est documentée et elle est indépendante, pas de conflit d'intérêts. Les objectifs de l'audit, c'est obtenir des preuves d'audit, évaluer ces preuves de manière qui est objective, voilà, par rapport à la satisfaction des critères d'audit et par rapport à la conformité
à la règle A1 référentielle, par exemple, la norme ISO 14001, et aussi l'amélioration continue. Le but de l'audit, c'est toujours faire l'amélioration continue. Maintenant, parlons de l'audit, s'il vous plaît. Il faut savoir déjà les types d'audits qui existent. Bien sûr, là, je ne vais pas vraiment détailler la 19011 parce que ce n'est pas du tout notre sujet, mais c'est juste un supplément de cours. Mais quand même, il faut savoir quels sont les types d'audits qui existent afin de positionner notre audit environnemental ISO 14001, voilà, afin de mieux positionner cet audit et de comprendre c'est quoi cet audit. Alors, les types d'audit, ça dépend. Ça dépend d'un premier critère qui est les objectifs, qui sont les objectifs de l'audit. Alors, selon l'objectif de l'audit, on peut avoir des audits qui sont différents. Quand je dis l'objectif d'audit, ça veut dire, est-ce que par exemple cet audit, c'est un audit thématique, ça veut dire par rapport par exemple à la réglementation environnementale, par rapport aux aspects et aux impacts. Donc ça, c'est un audit thématique. Un audit qui est plus général que celui-là, ça veut dire son objectif, il est plus généralisé, c'est l'audit processus. Alors là, je parle des audits des processus, ça veut dire l'évaluation des résultats, des indicateurs de suivi de la performance environnementale de chaque processus. Processus, par exemple, production, nous avons l'indicateur consommation, par exemple, des ressources en eau, les déchets, consommation d'énergie, quantité des déchets, quantité des rejets, et ainsi de suite. Donc, j'ai quand même un ensemble d'indicateurs pour ce processus. J'ai d'autres indicateurs environnementaux pour un autre processus. Donc, je fais l'évaluation des processus par rapport, ou bien plutôt en se basant sur les indicateurs de suivi de la performance environnementale pour chacun. Alors là, je parle que l'objectif de l'audit, c'est d'évaluer les processus. Et l'audit général, le plus général plutôt, c'est l'audit du SME, l'audit de notre système de management environnemental. Alors, l'objectif de cet audit général SME, c'est de mettre l'accent et de savoir quelle est l'efficacité de notre SME. Donc là, l'objectif, c'est de savoir quel est le taux d'efficacité ou bien d'efficience aussi de notre système de management environnemental. Alors, selon les objectifs de l'audit, nous avons 3 audits différents. Selon aussi les auditeurs, ce sont les personnes qui font l'audit. Alors, selon les auditeurs, on peut aussi avoir voilà 3 types d'audits. Un audit interne, c'est celui-là, c'est notre sujet, l'audit interne, réalisé par des auditeurs internes. Des auditeurs internes, comme je dis, font partie de l'organisme ou bien des auditeurs qui font partie aussi d'un organisme d'audit, tout simplement, mais qui ne font pas partie de l'organisme de certification. Alors, l'audit interne, c'est la cuisine interne de l'entreprise pour faire l'auto-évaluation. Donc, c'est un audit qui vise l'auto-évaluation et bien sûr l'amélioration continue. Donc, vous avez, ça c'est le type qui nous concerne nous dans cette formation. On a aussi l'audit seconde partie. C'est quoi l'audit seconde partie? C'est un audit réalisé par un client pour donner confiance au client en question. Ça veut dire, j'ai mon client, il peut m'auditer, ça veut dire l'auditeur cette fois-ci, c'est le client, il peut me faire un audit pour qu'il soit sûr du service et des produits que je lui offre. Pardon. Généralement, c'est un audit qui se fait dans le cadre de la qualité. Dans certains cas, ça peut être aussi un audit environnemental, pourquoi pas, si le client il est vraiment pardon, intéressé par le côté environnement et il veut me faire un audit pour voilà, donner de la confiance. Moi, je cherche comme étant fournisseur de donner confiance au client en question. Le troisième type, c'est l'audit tierce partie. Alors là, c'est l'audit réalisé par un organisme accrédité en but ou bien en vue d'obtenir une certification
Alors, par exemple, l'IMANOR, il va vous faire un audit selon l'ISO 14001, pour l'ISO 14001, pour vous livrer la certification ou bien pour renouveler la certification, bien que vous faire des audits de surveillance et de suivi de l'état de la conformité. Alors, voilà, ce sont les types de l'audit. Nous, aujourd'hui, on parle de l'audit interne ISO 14001 et c'est un audit SME. Ça veut dire un audit qui vise à savoir qui vise l'amélioration continue déjà, c'est l'auto-évaluation, et qui vise aussi à évaluer l'efficacité de votre système de management. En bref, quelle est la méthodologie de l'audit? Comment ou bien comme elle est définie au niveau de la 19011. Alors, la méthodologie de l'audit, n'importe quel audit interne d'un système de management, donc vous avez un cycle PDCA qui déclenche un autre cycle PDCA et je vais vous expliquer plutôt ça. La première étape, c'est l'étape plan. Alors, ce PDCA qu'on a vu pour le SME en général, c'est aussi le principe de base pour l'audit. Je vous ai déjà parlé que chaque activité, normalement, chaque processus, c'est une petite boucle PDCA. L'audit aussi, c'est une boucle PDCA. Alors, on va appliquer cette fois-ci le PDCA, non pas à l'ISO 14001 et au système de management, mais on va plutôt l'appliquer pour le processus de l'audit. Alors, la méthodologie de l'audit, ça commence par la phase plan. C'est quoi plan? D'abord, il faut déterminer les objectifs du programme de l'audit parce qu'on va programmer et planifier l'audit. C'est un processus méthodique. Alors, on va déterminer d'abord quels sont les objectifs des différents audits. C'est un audit SME, voilà, un autre audit, c'est pour faire l'audit thématique selon les impacts et les aspects, audit processus, audit selon la réglementation environnementale et ainsi de suite. Détermination et évaluation des risques et des opportunités du programme d'audit, ça c'est une planification. Quand je dis planification, il y a toujours des imprévus. Comme pour le SME, on a déjà dit que même si vous avez planifié, il y a toujours des situations d'urgence, il y a toujours des risques. Là, c'est la même chose pour votre programme d'audit. On va faire un planning pour les audits. Ça veut dire quand est-ce qu'on va faire l'audit, voilà, qui va faire l'audit, quels sont les objectifs de cet audit, quels sont voilà, les responsables de l'audit, et ainsi de suite. Là aussi, on peut avoir quelques imprévus, quelques risques qui peuvent freiner l'atteinte de nos objectifs. Et la même chose pour le côté opportunité. Il y a aussi des opportunités positives à saisir qui vont nous faciliter, bien sûr, la mise en œuvre de l'audit. Établissement du programme de l'audit. Alors là, le programme d'audit, c'est un programme généralement annuel dans lequel on va choisir les bons moments convenables pour faire un ensemble des audits. Bien sûr, là, on parle des audits environnement. Deuxièmement, c'est la phase réalisation. Donc, la phase 2, la phase réalisation, c'est tout simplement mise en œuvre du programme de l'audit. Ça veut dire le jour J, déjà planifié, on va faire l'audit, on va déclencher un nouveau cycle réalisation. Donc, on va déclencher un nouveau cycle PDCA. Donc, la phase 2, dans la phase 2, imaginez qu'il y a aussi une deuxième boucle PDCA dans la partie 2 du premier cycle de DMIG. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette partie? C'est le jour de l'audit. Qu'est-ce qu'on fait? Dans la sous-étape de 1, on déclenche l'audit. Ça veut dire la matinée, par exemple, le jour J, la matinée, on fait une réunion pour déclencher l'audit, une ouverture de l'audit. Après, on va préparer les activités de l'audit. Ça veut dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer un planning, mais un planning pour aujourd'hui. Ça veut dire, on va commencer par le processus X, le processus Y, c'est qu'est-ce qu'on va faire, l'après-midi, qu'est-ce qu'on va faire, et ainsi de suite. Deuxièmement, il faut réaliser les activités de l'audit. Ça veut dire le jour J, je commence l'audit. Donc, je fais l'audit tout simplement et je collecte les preuves, je fais l'évaluation des preuves et tout.
préparation et diffusion du rapport de l'audit. Vers la fin de la journée de l'audit, je prépare le rapport de l'audit. Alors là, c'est la réalisation. Et ça, c'est pour tous les audits que j'ai planifiés dans le programme. Troisièmement, donc, il faut clôturer bien sûr l'audit. Après les constatations, après le rapport, on fait une réunion de clôture pour l'audit et on va réaliser le suivi de l'audit. Ça veut dire, l'audit, il se clôture, on est terminé. D'accord? On a des constatations. L'audit, il peut être lui en lui-même efficace ou pas. Alors, cette évaluation, cette fois-ci, ce n'est pas l'évaluation de votre système de management, mais c'est l'évaluation du processus d'audit lui-même. Comment on a réalisé l'audit, comment les activités de l'audit ont eu lieu. Est-ce que c'est dans les meilleures conditions ou bien on a rencontré quelques difficultés. Donc, il faut aussi faire une évaluation et une amélioration du processus de l'audit. Alors, comment faire cette évaluation? On va revenir vers le premier cycle PDCA. Ça veut dire qu'on va faire une surveillance du programme de l'audit. Peut-être qu'on on a donc raté quelque chose au moment de l'audit, on a rencontré des difficultés, donc on fait une évaluation, mais c'est une évaluation du processus de l'audit et comment la journée de l'audit a été déroulée, ou bien comment plutôt la journée de l'audit s'est déroulée. Et par la suite, il faut améliorer le programme de l'audit. Par exemple, je vous donne un exemple de risque. Le moment de l'audit, il y a une non-disponibilité des audités. Donc, par exemple, on va auditer le processus production pour voilà, faire l'audit environnement selon l'ISO 14001, alors que l'audité qui est le responsable, il n'est pas, par exemple, présent, manque de disponibilité. Ça, c'est un risque. Alors, la prochaine fois, il faut éviter ce risque pour améliorer le processus de l'audit. Donc, le processus de l'audit en lui-même, c'est une boucle d'amélioration. Le programme de l'audit, c'est quoi? Ce sont des dispositions relatives à un ensemble d'un ou bien de plusieurs audits planifiés pour une durée spécifique et dirigés dans un but spécifique. Tout simplement, vous avez le planning annuel des audits, quand est-ce qu'on va faire l'audit, quels sont les objectifs de cet audit, et ainsi de suite. Exemple, dans le programme, je peux planifier un audit d'un organisme X selon les exigences de la norme ISO 14001. Dans le même programme d'audit, je planifie un audit pour évaluer la conformité réglementaire environnementale. Dans le même programme d'audit, je planifie, par exemple dans un autre mois, un audit pour évaluer l'efficacité des processus du point de vue environnemental. Ça veut dire l'analyse des indicateurs environnementaux. L'absence d'un objectif pertinent constitue un risque pour le programme d'audit. Ça veut dire qu'on n'a pas un objectif, on ne connaît pas pourquoi on va faire cet audit. Dans quel but? Est-ce que c'est pour évaluer l'efficacité du SME? Est-ce que c'est pour évaluer la conformité réglementaire? Est-ce que c'est pour, en fait, améliorer les processus? Donc, il faut savoir quel est l'objectif de l'audit. Sinon, on va tomber dans un risque. C'est un risque, si on ne connaît pas pourquoi on va faire l'audit, ça veut dire que le déroulement de l'audit, il ne va pas être bien organisé et la méthode de l'audit, la méthodologie de l'audit ne sera pas donc respectée. Les risques et les opportunités du programme d'audit. Alors, le responsable du programme d'audit, parce que le programme d'audit est un responsable qui va s'assurer de son suivi, de son bon déroulement, de son exécution, de son évaluation et de son amélioration. Alors, le responsable du programme d'audit identifie et présente les risques et les opportunités prises en compte lors de l'élaboration du programme d'audit. Donc, le responsable de l'audit, il doit, bien sûr, faire une analyse de risque et opportunité par rapport au programme d'audit. Je vous donne un exemple. Planification non accomplie. Donc, on n'a pas bien planifié l'audit. Ça veut dire on n'a pas, par exemple, bien précisé l'objectif de l'audit.
on n'a pas déterminé la durée de l'audit, on n'a pas défini les lieux et le calendrier de l'audit, donc mal définition du calendrier de l'audit et des lieux de l'audit, ou bien de sa durée, ou bien de son objectif, c'est une planification non accomplie. Ça veut dire que c'est un risque qui ne va pas, l'audit ne va pas se dérouler dans les meilleures conditions. Qui dit un risque raté, pardon, un audit raté, ça veut dire avec des risques qui freinent l'atteinte des objectifs, dit aussi que peut-être les résultats et les constatations et les conclusions de cet audit ne seront pas fiables à 100%. Parce que peut-être manque d'informations, manque de compétences, manque de temps, et ainsi de suite. Donc là, c'est un type de risque. On peut parler aussi de manque de ressources allouées au développement du programme de l'audit. Ça veut dire les ressources, par exemple, en termes de temps, les délais. Je vais faire, par exemple, un audit ISO 14001 et j'ai planifié une journée d'audit, alors que, par exemple, l'entreprise, elle est assez vaste et l'audit va va se dérouler dans 2 jours, 3 jours, 4 jours. Donc, il faut quand même consacrer et allouer des ressources suffisantes pour l'audit, sinon c'est un risque. Les équipements aussi, s'il s'agit d'un audit par exemple thématique, on va prendre des mesures de température, on va par exemple faire des mesures de pression, on va faire des analyses de gaz, de combustion, on va faire par exemple des enregistrements de bruit, on va prendre des échantillons sur les rejets. Donc là, s'il n'y a pas d'équipement pour réaliser les mesures, bien sûr que l'audit il ne sera pas très efficace. La formation, par exemple, l'équipe de l'audit n'est pas bien formée, il n'est pas compétente, ça aussi, ça va causer des problèmes. Les compétences insuffisantes des auditeurs, c'est un risque. Surveillance inefficace des résultats du programme d'audit. Même si on a réussi l'audit et on a fait les constatations comme il faut, mais si on ne fait pas une surveillance de l'audit et du programme d'audit, on ne fait pas une évaluation, une amélioration du programme d'audit, ça aussi c'est un risque. Ça veut dire qu'on ne peut pas nous améliorer avec le temps. Manque de disponibilité de l'audité, donc ça aussi c'est un risque. Pour les opportunités, je peux citer qu'on peut toujours mener plusieurs audits dans une seule visite, notamment. Voilà, donc en même temps, je fais l'audit selon les critères ISO 14001 et selon aussi donc les critères ou bien les exigences réglementaires environnementales. Au lieu de planifier par exemple 2 audits, si c'est possible de faire un seul audit selon différents critères, c'est aussi une opportunité à saisir. Alignement des dates d'audit avec la disponibilité du personnel requis. Notamment, je vais faire un audit interne pour le processus commercial et monsieur le responsable commercial est là une mission à l'extérieur dans ce jour-là. Alors, c'est une non-disponibilité d'auditer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il vaut mieux saisir cette opportunité, ça veut dire aligner les dates d'audit avec la disponibilité du personnel. Maintenant, quelles sont les compétences requises pour qu'une personne soit responsable du programme d'audit? D'abord, la connaissance en principe, méthode et processus d'audit. Ça veut dire, vous, par exemple, si vous souhaitez être responsable du programme d'audit, vous devez être auditeur. Ça veut dire faire une formation d'auditeur ou bien faire une formation ISO 19011. Tout simplement, il faut connaître les principes d'audit, les méthodes d'audit et comment se déroule l'audit. C'est les 2 boucles PDCA dont je vous ai parlé. Donc, il vaut mieux approfondir vos informations là-dessus. Il doit aussi avoir des connaissances de la norme ISO 14001 et ses exigences. C'est tout ce que nous avons vu durant le module ISO 14001. Alors maintenant, vous avez des connaissances et un savoir cumulé en ce qui concerne les exigences de la norme ISO 14001. S'assurer de la constitution de l'équipe d'audit et de leurs compétences. Donc, le responsable du programme d'audit, il doit être capable d'évaluer la compétence de l'équipe de l'audit.
Déjà, la constitution, c'est lui qui va constituer l'équipe d'audit et c'est lui qui va évaluer les compétences de ces personnes. Connaissance des exigences légales et réglementaires et autres exigences de l'organisme, ça c'est logique. Le responsable du programme d'audit, il doit savoir quels sont les impacts de l'entreprise, quelles sont les exigences réglementaires applicables et quelles sont les autres exigences en termes de l'environnement. Quelles sont ses responsabilités brièvement et rapidement pour ne pas entrer dans beaucoup de détails? Les responsabilités du responsable du programme d'audit, ce sont établir l'étendue du programme d'audit, ça veut dire son objectif, le lieu, la durée, et ainsi de suite. Déterminer les enjeux internes et externes, les risques et les opportunités du programme d'audit et mettre en œuvre les actions pour y faire face, donc les risques et les opportunités dont j'ai parlé. S'assurer de la constitution de l'équipe d'audit et de leurs compétences, attribuer les rôles et les responsabilités au niveau de l'équipe d'audit, établir tous les processus pertinents pour le programme d'audit, donc la méthodologie, la procédure de l'audit et ainsi de suite, déterminer et assurer les ressources nécessaires, gérer les informations documentées liées à l'audit, donc il doit aussi maîtriser la documentation de l'audit et gérer la documentation de l'audit, ça veut dire les preuves d'audit, le rapport d'audit et ainsi de suite. Surveiller et améliorer le programme de l'audit. Donc, ce sont des responsabilités accordées et des rôles accordés aux responsables du programme de l'audit. La mise en œuvre du programme de l'audit, on planifie le programme de l'audit, on définit, ça veut dire qu'on planifie, donc ça c'est le résumé du processus d'audit. On planifie le programme de l'audit, ça veut dire on définit les objectifs du programme d'audit, on analyse les risques et les opportunités, on établit le programme de l'audit. C'est comme la phase planification du système de management environnemental. Donc, on fait le diagnostic, on fait l'analyse des risques et des opportunités, et on établit le programme d'audit, on définit aussi les objectifs de l'audit. Par la suite, on va passer à la mise en œuvre du programme d'audit. Ça veut dire on communique d'abord le programme d'audit, parce que les audités avec les responsables d'audit, l'équipe d'audit, pardon, le top management, donc ils doivent être au courant du programme d'audit. Tout le monde sait qu'il y aura un audit le jour J. Former l'équipe d'audit et s'assurer des compétences. Donc, avant de passer à l'exécution proprement dite de l'audit, il faut former l'équipe d'audit et aussi s'assurer de leurs compétences. Fournir les ressources, ça veut dire, avant de passer à l'exécution, fournir toutes les ressources nécessaires pour que l'audit soit fait et réalisé dans les meilleures conditions. Et réaliser le programme d'audit, ça veut dire passer à l'exécution. Par la suite, après l'exécution, il faut faire la surveillance du programme d'audit. Il faut surveiller quoi? Le respect des calendriers déjà définis, la réalisation des objectifs. Est-ce que après chaque audit, on a réalisé les objectifs déjà identifiés dans la planification ou pas? Les performances des membres de l'équipe de l'audit. Le responsable aussi, après l'audit, il doit évaluer les performances de l'équipe de l'audit. Est-ce qu'il y a un besoin en formation? Est-ce qu'il y a un besoin d'amélioration de compétences? Qu'on a besoin d'une autre personne? Et ainsi de suite. Donc, il faut aussi surveiller et évaluer les compétences et les performances des membres de l'équipe d'audit. Les feedbacks des audités et des auditeurs, aussi le retour d'informations auprès des audités et des auditeurs, on doit les prendre en considération pour améliorer le processus de l'audit. Et puis, vous avez les informations documentées de l'audit, il faut les maîtriser. Après la surveillance, on améliore le programme de l'audit, ça veut dire on doit revoir la mise en œuvre globale du programme d'audit, quelles sont les non-conformités, plutôt quelles sont, ce n'est pas les non-conformités du SME. Là, les non-conformités du SME, on va revenir vers la phase amélioration. Le chapitre 10, c'est autre chose.
Mais là, je parle de l'amélioration de l'audit lui-même. Ça veut dire de comment on a fait l'audit, est-ce qu'il est efficace ou pas. Si on a rencontré des problèmes, si on a rencontré des risques, donc il faut améliorer en identifiant les domaines d'opportunité d'amélioration et en faisant la revue de la formation continue des auditeurs et en faisant des modifications du programme d'audit si c'est nécessaire. On peut même identifier le programme d'audit, modifier le programme d'audit pour l'améliorer. Alors voilà pour l'audit interne ISO 14001. En gros, bien sûr, et comme j'ai dit, si vous voulez approfondir vos informations, il vaut mieux faire une formation ISO 19011, voilà, pour voir si vous êtes intéressé par la méthodologie de l'audit en détail. Maintenant, vous montrer quelques documents avant de clôturer la séance. Ça, par exemple, c'est un planning annuel, un exemple de planning annuel des audits. Ça veut dire un programme d'audit. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les processus ou bien les activités à auditer ou bien les procédures. Et on a les mois. Donc, quand est-ce qu'on va faire l'audit tout simplement? Donc, durant l'année, quand est-ce qu'on va faire l'audit? Donc, nous avons l'audit, son objectif, voilà, la méthode, le lieu de l'audit et ainsi de suite. Et puis, nous avons la planification, le calendrier de l'audit. Toujours, il faut avoir, bien sûr, une information sur est-ce que c'est un audit interne, donc je mets le I, est-ce que c'est un audit externe ou bien par la suite, est-ce que l'audit a déjà été réalisé, donc je vais mettre le R. Donc voilà un exemple, un modèle de programme d'audit ou bien de planning d'audit. Bien sûr, le document, il doit être, il doit porter le nom du rédacteur et sa signature et la date de rédaction. La même chose pour la vérification et la même chose pour l'approbation. Ça, c'est le premier document que j'aimerais vous montrer. Après, pour chaque audit déjà défini dans votre programme d'audit, il faut faire un planning ou bien un plan plutôt d'audit interne. Donc là, par exemple, je prends l'audit ISO 14001. Il faut définir la date de l'audit, déjà le numéro pour classer l'audit et pour lier l'audit avec son rapport final et ses preuves et ainsi de suite, toute la documentation, la date de réalisation de cet audit. Ça veut dire, dans le programme d'audit, on a un ensemble des audits. Pour chacun, il faut un plan consacré. L'heure de l'audit, les processus qu'on va auditer, le champ de la norme. Donc, on va auditer, par exemple, quel champ de la norme, quel chapitre de la norme qu'on cherche à chaque fois à auditer. Par exemple, le chapitre 4, c'est pour le mois de janvier, par exemple, le mois par exemple de mai, le 13 mai, et ainsi de suite, n'importe quoi, l'heure et puis le processus qu'on va auditer et le champ de la norme qu'on va utiliser comme critère d'audit. Par la suite, qui est le responsable d'audit et quels sont les auditeurs et quels sont les audités. Bien sûr, il faut mettre la date de rédaction du document, la signature du directeur du département environnement ou bien QSE, ça dépend, QHSE, HSE, ça dépend de votre hiérarchie interne, et bien sûr, la signature de cette personne. Le troisième document, c'est celui-là. Il faut aussi avoir normalement une liste des auditeurs internes qualifiés. Ça veut dire les personnes qui vont faire l'audit interne tout simplement. Cette fiche doit comporter le nom et le prénom. Les auditeurs, donc, il y a des auditeurs de formation de base, minimum par exemple Bac plus 2. Expérience minimale, c'est 1 an. Et puis, formé sur l'audit ou pas. Donc, je vais mettre, croix sur les critères qui sont satisfaits. Sinon, le critère qui n'est pas satisfait, il faut chercher que ce soit une autre personne beaucoup plus adaptée ou bien former cette personne pour qu'il soit, bien sûr, capable de réaliser la mission d'audit comme il faut.
Le responsable de l'audit, il doit avoir une formation de minimum Bac plus 4, et puis, est-ce qu'il est formé sur l'audit ou pas? Et les décisions, bien sûr, est-ce que cette personne est retenue pour réaliser la mission d'audit ou pas? Le quatrième document que j'aimerais bien vous montrer, c'est celui-là, la fiche d'amélioration. Donc, après qu'on va réaliser l'audit, j'ai dit qu'il faut toujours améliorer, bien sûr, l'audit et le processus de l'audit. Alors là, il s'agit d'une fiche d'amélioration. Le secteur audité, c'est quoi? Donc, après l'audit, la date de l'audit, de réalisation de l'audit, son numéro, et puis, document de référence qu'on a utilisé, le début de l'audit, ça veut dire l'heure, avec les constats des auditeurs ou bien de l'auditeur. La fin de l'audit, c'est quand on a clôturé l'audit. Les actions proposées pour traitement de l'écart, donc qu'est-ce qu'on a proposé pour traiter les écarts constatés au moment de l'audit, les non-conformités, les non-respects d'exigences, quelles sont les actions proposées, le responsable pour réaliser ces actions et le délai d'exécution de ces actions. Par la suite, vous avez l'audité lui aussi, il doit donc signer et mettre son nom sur la fiche d'amélioration. Les auditeurs, la même chose. Et puis, vous avez le suivi des actions. Voilà, donc, première vérification de l'action, c'est pour quand? Et le constat après la vérification. Ça veut dire, est-ce que les actions qu'on a proposées ont été prises en considération ou pas? La deuxième vérification aussi, si c'est nécessaire. Les indicateurs d'efficacité, quand est-ce qu'on va dire que l'action est efficace ou pas? Et par la suite, est-ce que l'action qui a été mise en œuvre pour corriger l'écart ou bien pour corriger la non-conformité a été bien efficace ou bien non efficace? Le responsable de l'audit, et puis, bien sûr, il y a l'auditeur, celui qui a fait l'audit, il y a l'audité, celui qu'on a audité, et par la suite, on a aussi la signature du responsable de l'audit. Est-ce qu'on a besoin d'une action corrective ou bien préventive après même la mise en œuvre de l'action proposée au moment de l'audit? C'est oui, donc il faut le dire, c'est non, il faut mettre quoi sur le non. Donc voilà un exemple de fiche d'amélioration. Et rapidement, je vais vous montrer un exemple de procédure d'audit interne selon l'ISO 14001. Donc, toujours, vous avez le sommaire, ça veut dire l'objectif, donc la procédure, il doit comporter l'objectif de cette procédure, pourquoi elle a été élaborée, son champ d'application, les responsabilités, la description, ça veut dire, voilà, donc le contenu effectif de la procédure, et puis les annexes, s'il y a des annexes. Alors, l'objectif de cette procédure, c'est bien évidemment d'écrire la méthodologie, donc suivie lors des audits environnement internes, afin d'évaluer l'efficacité de notre système de management environnemental. Donc ça, c'est l'objectif de la procédure. Le champ d'application, c'est donc l'intégralité de notre système de management selon le périmètre de la certification ISO 14001. Les responsabilités, ça dépend de l'entreprise. Donc, vous avez le directeur environnement gère les audits environnement internes. La direction générale approuve le planning annuel, ça veut dire le programme de l'audit. Et aussi, voilà, le programme de l'audit qui a été proposé par le directeur environnement, qui est le responsable dans ce cas-là du programme de l'audit. Pardon. Et là, vous avez la méthodologie de l'audit, donc l'organigramme, ou bien le logigramme qui décrit la méthodologie de l'audit. Vous avez ici le directeur général, ou bien la direction générale. Il fait, dans ce cas, l'élaboration du planning annuel, qui est le programme de l'audit,
Et voilà, c'est en collaboration aussi avec le responsable d'environnement. C'est le planning annuel des audits environnementaux internes et vous avez la codification du document pour le trouver facilement dans votre système documentaire. Par la suite, élaboration et diffusion du plan d'audit. Vous avez ici le plan d'audit interne ISO 14001. Par la suite, vous avez la diffusion du plan de l'audit pour que les audités, les auditeurs soient déjà informés, si bien sûr il est validé. Donc, si on a validé le plan d'audit, ça veut dire qu'il va être diffusé. Sinon, bien sûr, il faut élaborer ou bien corriger le programme de l'audit jusqu'à ce qu'il soit validé par le directeur ou bien la direction générale. Après ce plan d'audit, donc, il va être communiqué avec l'équipe de l'audit et avec les audités. Donc, vous voyez ici que le plan d'audit environnement interne, il doit être communiqué avec l'équipe de l'audit et les audités. Donc, il doit être diffusé pour les audités et les auditeurs. Par la suite, on réalise l'audit environnement. Ça veut dire on réalise l'audit environnement et puis on élabore le rapport de l'audit. Là, vous avez par exemple un module vierge, un enregistrement du rapport de l'audit qu'il faut remplir à chaque fois. Et les fiches d'amélioration vont être remplies par les audités et les auditeurs. Donc, les fiches d'amélioration, comme on a vu, ils vont être remplies par les audités et les auditeurs. Donc, vous avez aussi le rapport doit être communiqué avec le responsable de l'audit et avec le directeur général. Donc, il doit être diffusé. Alors, la préparation du rapport de l'audit. Est-ce qu'il y a des écarts? Pardon. S'il y a des écarts, donc il faut mener des actions correctives selon la fiche d'amélioration qu'on vient de voir. D'ailleurs, ça, c'est le code de la fiche d'amélioration qu'on vient de voir pour la trouver facilement. Après la correction, on fait le suivi. Sinon, s'il n'y a pas d'écart, donc on passe directement au classement des actions, bien sûr, achevées. Sinon, on fait des actions correctives pour voilà, les non-conformités ou bien les écarts après les constatations d'audit, par rapport, bien sûr, aux critères de l'audit et en étudiant les preuves d'audit. Alors là, on fait le suivi, on fait l'application. Donc, si, bien sûr, la mesure est appliquée, on doit la classer parce qu'elle est achevée. Donc, voilà un exemple de processus de l'audit, comment se déroule l'audit. La procédure contient aussi des informations, voilà, donc comment l'audit est fait, quand est-ce qu'on, donc voilà, l'audit environnement interne non planifié, quand est-ce qu'on va faire un audit non planifié, et ainsi de suite. Donc, ce document-là, je vais le partager avec vous comme pour les autres